Nous avons compris que Bisso est plus grand et plus fort. Lorsque venu on est fort mais que Bisso. Pour ça, nous avons décidé de tout battre la Bisso. Tout battre la Bisso, le podcast qui nous ignore et nous guérit. Je suis Exocelena, coach de vie orienté développement relationnel, encadrant des enfants, animateur à la lecture. Quand la maladie de l'autre s'éternise, notre état psychologique risque de s'effondrer aussi. Du stress, de l'angoisse, parce que malgré nos efforts, le prochain ne guérit pas. Ou ne guérira pas du tout. Au pire, le malade décide de ne plus nous faire confiance, dit qu'on ne fait rien pour lui ou refuse que nous puissions faire quelque chose pour lui. Vivre avec un proche malade demande beaucoup et parfois trop. Comment faire pour ne pas s'oublier? Comment aider sans étouffer? Les proches aidants méritent aussi d'être aidés. Comment vivre avec un proche malade? On en parle avec Madame Noéla Katam, infirmière et romancière, licenciée en sciences infirmières en Inde. Noéla Katam exerce depuis quelques années comme infirmière dans un hôpital de Kinshasa. Bienvenue. Madame Noéla Katam, c'est un plaisir de recevoir dans Tobat Labisso. Vous êtes infirmière, on parle de vivre avec un proche longtemps malade. Alors, qu'est-ce que cela implique concrètement d'une manière quotidienne? Cela implique un engagement total, pour ne pas dire sans faille, car on sait tous que l'humain est faillible. Et cet engagement, c'est sur tout le plan, puisque la maladie n'affecte pas que le physique, mais aussi le mental et les émotions également. Alors, ces malades sont souvent de personnes qui souffrent de maladies chroniques. Alors, quelles sont ces maladies chroniques qui affectent le plus de familles aujourd'hui? Et les plus courantes aujourd'hui, on peut citer le diabète, l'hypertension, les maladies pulmonaires comme l'asthme, les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, qu'on appelle AVC, le lombalgie ou maladie de dos, l'arthrite, la drépanocytose, le cancer, la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, le trouble de vision tel que le cataracte, le glaucome, les insuffisances rénales chroniques, l'incontinence urinaire, la dépression, ainsi de suite, la liste est longue. Alors, quand on est avec un malade, on est aidant, on demande de beaucoup écouter, d'avoir une écoute active. Alors, j'ai une question. Alors, on écoute, c'est bien, mais alors, qu'est-ce qu'on ne devrait pas dire quand on est proche aidant? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas dire aux malades? Je ne me vois pas ici faire toute une liste de mots ou de phrases à ne pas dire, mais j'aimerais tout simplement que l'on comprenne que le quotidien d'une personne souffrante n'est pas toujours de tout repos. Il est ici question de se mettre à la place de l'autre et surtout de comprendre sa maladie, car vous savez que les réactions dépendent aussi d'une maladie à une autre. Et il faut vraiment éviter ce qu'il faut éviter plus que toute autre chose, c'est de minimiser ou encore de faire la sourde d'oreille face à la souffrance de l'autre, avec des phrases comme « ce n'est pas si grave »,« arrête de te prendre pour le centre du monde »,« tu n'es pas la seule personne qui souffre »,« ça va passer ». Vous voyez un peu ces genres de choses, ces genres de phrases, ce sont vraiment des phrases à éviter. Ou encore rappeler à la personne les erreurs du passé qui ont peut-être conduit à l'état actuel, en sortant de phrases comme « si tu n'avais pas fait ci, si tu n'avais pas fait ça, on n'en serait pas là ». Tout le temps, vouloir apporter son jugement ou son point de vue, faire croire au malade que voilà, on comprend sa maladie mieux que lui-même. Et c'est vraiment pas intéressant pour la personne qui souffre de se retrouver face à cette position ou face à ces phrases. Ce sont vraiment des phrases qui peuvent blesser l'autre, qui peuvent affecter l'autre. Et ce sont de mots ou de phrases que je dirais qu'il faut nécessairement éviter. Quels sont les impacts psychologiques sur les proches aidants et comment gérer l'épuisement émotionnel? Parce que quand on est aidant, il y a vraiment de l'épuisement émotionnel. Et c'est pour ça, je dis au début, alors, les proches aidants méritent aussi d'être aidés. Il faut comprendre que pour les personnes aidantes, la charge psychologique et émotionnelle peut être énorme et il ne faut surtout pas la négliger. Alors, ces personnes font souvent face à la dépression,
à l'anxiété. Et elles ont parfois l'impression de ne plus exister ou de s'oublier au profit de l'autre. Il y a aussi la fatigue ou l'épuisement physique et mental. Vous avez l'impression de beaucoup donner et de vous vider vous-même. Vous avez l'impression de disparaître face à tout ça. Il y a la peur constante de perdre l'autre. On s'est dit que du jour au lendemain, cette personne peut partir. Et tous ces efforts que je suis en train de consentir, on a parfois l'impression que voilà, j'aurai la facilité, si jamais je fais un faux pas, ça peut conduire à la mort. Il y a cette peur constante avec laquelle on vit. Il y a le sentiment d'être incompris ou encore pas assez soutenu par les autres. On croit, on s'est dit que je suis la seule personne à porter ces fardeaux. Les autres ne m'aident pas, les autres ne me comprennent pas, les autres me jugent trop. Et cela peut vraiment occasionner le conflit en famille, en société. Vous voyez? Donc, ce sont un peu ces défis auxquels font face les personnes aidantes. Et quels gestes ou attitudes peuvent vraiment soulager un malade au quotidien? Alors, l'attitude, selon moi, elle doit être positive. Il faut vraiment apporter des ondes positives, à la personne qui est malade, à la personne qui souffre. Car quand le mental n'est pas bon, le physique en souffre également. Il faut montrer de la compassion, montrer de la compréhension, se montrer patient, chercher à apporter son aide sans pour autant envahir l'espace de la personne qui souffre. Parce que parfois, ils ont l'impression qu'on leur a volé leur liberté, leur intimité. Apporter son aide, c'est bien, mais leur laisser un peu d'indépendance quand cela est nécessaire. Laisser un peu leur espace personnel, savoir respecter leur dignité, leur intimité, savoir respecter parfois leurs choix personnels, leurs convictions. Ça, c'est très important. Voilà, maintenir une atmosphère paisible, calme, un climat de paix, d'attente, éviter les disputes, le conflit autour de cette personne. Je pense qu'avec ces gestes et ces attitudes, ça sera plus ou moins facile pour cette personne de vivre sa maladie, de vivre avec sa maladie au quotidien. Quelles sont les erreurs fréquentes que commettent les familles? Dans la prise en charge d'un membre de famille souffrant, il y a pas mal d'erreurs que les familles commettent. Je peux citer entre autres le manque d'informations suffisantes sur la maladie du malade. Voilà, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir suffisamment s'informer peut se révéler être dangereux pour la personne qui souffre. Minimiser les ressentis, les émotions de l'autre, cela peut créer frustration, colère, tristesse. Et on sait tous que ces sentiments négatifs sont vraiment à éviter. Prendre certaines plaintes avec beaucoup de légèreté. Sortir de phrases comme tu abuses, tu en fais de trop, vous voyez? Ce sont des phrases qui blessent et vraiment ce sont des erreurs à éviter. Il y en a qui négligent les instructions médicales parce qu'ils se disent peut-être qu'ils en savent déjà de trop, peut-être par expérience. Ce sont là aussi des erreurs à éviter. Priver la parole au malade, lui ravir complètement son autonomie. Et pour finir, je dirais s'oublier soi-même. On revient trop là-dessus, vous avez peut-être remarqué ça. C'est parce qu'il est important pour la personne qui s'occupe du malade
de ne pas se surcharger, de ne pas s'oublier soi-même. Parce que là, on aura comme l'impression de se retrouver dans un gouffre et ce sera difficile donc de prendre soin de l'autre. Alors, quand on est proche aidant, ça implique beaucoup de choses. Alors, comment mieux soutenir, mais sans du tout s'oublier? Mieux soutenir sans s'oublier. Je commencerai par dire privilégier le repos. Le repos est primordial pour le corps. Parce que voyez-vous, le corps, il dépense de l'énergie dans le soin, dans la prise en charge. Donc, il est nécessaire de récupérer cette énergie en s'accordant suffisamment de temps du repos, quand on le peut en tout cas. Et pour le mental, il est important de se divertir, de faire des activités, voilà, qui vous passionnent, qui vous procurent la joie. Sinon, ça devient compliqué. Vous risquez d'être submergé. Et quand on est émotionnellement submergé, on ne sait pas vraiment s'occuper du malade. Donc, c'est important. Aussi, il est nécessaire de demander de l'aide. Quand on sent qu'on est à bout, croyez-moi, il faut demander de l'aide à d'autres membres de famille, à d'autres proches, aux personnes qui sont plus aptes physiquement, aux personnes qui sont disposées, qui montrent de la volonté, le souci d'aider. En tout cas, s'il est faut, quand il est faut, s'il vous plaît, il faut demander de l'aide. C'est nécessaire. Alors, Madame Noéla Katem, existe-t-il de structures ou aides pour les familles dans ce type de situation? Est-ce que les personnes aidantes méritent aussi d'être aidées? Les structures qui accompagnent les familles, les structures d'aide, il y en a dans de grands hôpitaux comme les cliniques universitaires. Voilà, ils proposent de services de soutien, d'accompagnement, le service de soins palliatifs. Vous allez en trouver. Il y a des structures privées aussi qui apportent le soutien psychologique, émotionnel, matériel. Il y a aussi des ONG, oui. Il y a aussi des ONG qui apportent aussi leur apport financier, matériel, parce que le finance, il est important, vous savez, parce que sans ça, à un moment donné, on ne sait plus avancer, on se sent comme bloqué. Parce que une maladie chronique, croyez-moi, ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent. Et il y a des ONG qui proposent de soutien financier, matériel pour accompagner les familles. Alors, Madame Noéla Katem, vous êtes professionnelle de santé, infirmière. Qu'est-ce que les professionnels de santé doivent améliorer maintenant par rapport à la situation sanitaire, par rapport aux maladies chroniques? Je crois que les professionnels de santé jouent un rôle crucial dans ces situations, vous savez. Et parmi les choses qu'ils peuvent améliorer, je vais commencer par citer l'information. Il est primordial que l'information soit claire et précise. Parce que quand elle ne l'est pas, cela crée automatiquement déjà une barrière. Vous voyez, quand on n'a pas toutes les informations, il y a une sorte de barrière qui se crée et cela peut même perturber la prise en charge. Donc, il est nécessaire que l'équipe, les professionnels de santé communiquent avec les familles de façon claire, de façon nette, de façon précise. La communication, doit d'être fluide. Sans ça, ça risque d'être compliqué. Il faut communiquer les détails qu'il faut aux personnes qu'il faut, parce que ce n'est pas à tout le monde que l'on dit tout. Il faut avoir le sens du respect professionnel, le sens du secret professionnel. Comme je l'ai dit, ce n'est pas à tout le monde que l'on doit tout dire. Non, c'est aux personnes ciblées, aux personnes bien précises
qu'il faut donner certaines informations, certains détails. Voilà, il faut savoir communiquer de l'amour, de l'empathie, de savoir redonner de la confiance aux autres. Ces éléments-là sont essentiels pour les familles qui prennent en charge le malade. Faut pas se montrer froid. Faut pas se montrer de marbre. Non, c'est pas du tout bon. Il faut instruire suffisamment les familles sur la maladie, sur la prise en charge, sur les conséquences, sur les risques, tout ça. C'est essentiel. Il faut associer d'autres équipes comme les kinésithérapeutes, surtout pour des personnes ayant fait l'AVC, de kinésithérapeutes pour la réhabilitation, les psychologues pour un accompagnement psychologique qui se révèle d'ailleurs être très important, les nutritionnistes aussi. Voilà, c'est vraiment, la prise en charge, c'est vraiment toute une équipe. C'est une équipe qui travaille ensemble, main dans la main pour donner de soins appropriés, de soins qu'il faut. J'atterrirai en disant que prendre soin d'un membre de famille, d'un proche souffrant d'une maladie chronique peut se révéler être compliqué, difficile, épuisant. Il est donc important de s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui vous comprennent, de personnes qui vous accompagnent, de personnes qui vous aident. Il est nécessaire d'avoir un support financier, un support émotionnel, un support psychologique. Et de temps à autre, en tout cas, c'est mettre à la place de la personne qui souffre. Parce que, en fin de compte, c'est elle qui porte la maladie, c'est elle qui porte la charge. Donc, se mettre à la place de l'autre, comprendre les sentiments de l'autre, écouter l'autre, oui, c'est nécessaire. Parce que quand la personne se sent comprise, écouter, ça crée une atmosphère de paix, une atmosphère tranquille pour lui et c'est bon pour la santé. Et donc, c'est un peu ça. Quand on a tous ces éléments, je pense que on peut y arriver dans la prise en charge. C'était un réel plaisir de recevoir un romancière avec un roman Adjabou, un roman tellement percutant que j'ai vraiment le plaisir de lire. Merci beaucoup d'être passé dans Tobat Labisso, le podcast qui nous unit et nous guérit. Et à vous tous, soyez heureux, prenez très bien soin de vous. C'était Tobat Labisso, le podcast qui nous unit et nous guérit.